Inizia ora, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi, e di Sua Eccellenza Muammar el-Gheddafi, leader della rivoluzione, la cerimonia di firma di accordi. سعيد جدا أن أكون اليوم في روما مع صديقي العزيز الرئيس برلسكوني. زيارة ليبيا عدة مرات كانت زيارات مفيدة مهدت الطريق إلى الوصول إلى معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين. وليبيا بلد جذب الآن مغرية، يعني بلد غنية وبيجوها كل المحتاجين للعمل، ويجوا بيسموا انهم بيشتغل يبحث عن العمل في ليبيا. هو جيعان، طلع من الغابة وقالوا له فيه أكل وشراب وفلوس وعمل في الشمال، يلا وين؟ قال لي ليبيا. يمشي ليبيا، بعد ليبيا قال له وين؟ قال لي أوروبا. لابد من إعادة النظر بالنسبة للأوروبيين في الإغراءات اللي أنتم عاملينها. عاملين إغراءات تخلي الهجرة، يعني تشجعوا الهجرة. اللجوء السياسي ما اللجوء السياسي ما اللجوء السياسي كم واحد؟ يعني ملايين عنده لجوء سياسي. هذه ملايين تزحف نحو أوروبا، هذه كلها طالبة اللجوء السياسي. حاجة تضحك، يعني هذه مش معقولة. ودخلوا حقوق الانسان ومش عارف ايش، منظمه العفو الدوليه والخضر والجماعات هذه كلها اللي تدافع عنها. خلاص اذا سمعنا كلام الجماعات هذه كلها ما تحتاج على الهجره، خلها تاتي الهجره. يعني خلاص البشر يجوا عندهم حق يطلعوا من افريقيا. الان نواجه تحدي خطير من ناحيه الهجره، يعني لابد من اخذها ماخذ الجد. نحن كمحاولة يعني مؤقتة وعامل ما يمكن عمله، طلبنا أن تزود أن الاتحاد الأوروبي يزود ليبيا بمليار يورو سنويا على الأقل للتخفيف من الهجرة. Ce jour-là, Silvio Berlusconi cède au chantage du colonel Kadhafi. Désormais, la Libye doit contenir et refouler les migrants qui s'embarquent pour l'Europe. Pourtant, des milliers d'Africains rêvent d'une vie meilleure. Ils continuent encore et toujours à partir en Libye. Ils vont risquer leur vie en traversant le désert du Ténéré. Ils fuient la misère, la guerre, la dictature. Voici leur histoire. Leur voyage démarre au Niger, à Agadez, la grande cité touareg qui garde l'entrée du désert du Ténéré. Voici la gare routière. Au milieu, l'Union européenne a planté ce panneau qui rouille en plein soleil. Premier avertissement, gare à ceux qui s'aventurent vers l'Europe. Pourtant, l'article 13 de la Charte des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit de voyager. Agadez ne survit que grâce aux migrants qui viennent de toute l'Afrique de l'Ouest pour traverser le désert vers la Libye. Les passeurs ont installé leurs bureaux dans l'enceinte de la gare, dans des agences de voyage qui ne proposent qu'une seule destination, un aller simple, chez Kadhafi. La route commence dans une tempête de sable. Lorsque les bus s'arrêtent au poste de police à l'entrée d'Agadez, les migrants sont les seuls à descendre. Ils viennent du Mali, du Libéria, du Burkina Faso, du Bénin.
Ils se donnent tous rendez-vous à Agadez pour traverser le désert. La police nigérienne les embarque pour un contrôle d'identité. Ensuite, ils se retrouvent entre les mains des rabatteurs. Hey, my friend, come. Abi Nigeria, Obi Ghana, yo. Where you? Come. Viens, je vais te parler. Qu'est-ce que tu es en train? Rien, nous on est là pour vous, on est en train de vous attendre. Bonne arrivée, ça va? Alhamdulillah, ça va? Tu es béninois. Nous on est des Nigériens, on est ici. Si vous allez voyager, nous on est là. Qui est ton patron? Qui est le patron? Il n'y a pas de patron ici, c'est ton argent qui est ton patron. Ouais, c'est Il ta n'y a poche qui est personne patron. oui. Il ne faut pas écouter personne. Si tu as vu, toi tu vas voyager. Nous on est là pour ça. Ouais, si tu vas en Algérie, en Libye, nous on est là. On a la voiture, on va aller jusqu'à la maison. Là-bas même il y a tes frères là-bas à la maison. Tu vas voir il y a des Burkinabés, Sénégalais, Maliens, Gambiens, tout. Ouais. Il faut appeler tes frères là. Il faut appeler tes frères. On a gagné. On va attention, voilà, il y a des escrocs ici, il y a beaucoup. Bon, nous aussi, nous venons pour chercher des passagers qui vont aller sur la Libye. C'est ça notre travail. Donc c'est ça qu'on cherche. Vous avez On très bien n'arrive vu, pas à non? les trouver C'est nous ça seuls notre parce qu'il y a travail trop de gens. Donc c'est le seul travail qu'on a comme à Agadez. C'est ça qu'on se débrouille. Pour avoir un passager aussi, il faut sensibiliser. nous, on veut l'argent. C'est comme la guerre. Wallahi. Tu amènes un passager à l'autogar, tu trouves quelque chose pour Tu as manger. bien 10 000 francs. On est obligé de faire ce travail parce qu'on ne veut pas aller voler. Mais c'est un bon boulot. Tu as quelqu'un pour l'arracher l'argent. Tu amènes une personne à l'autogare, quelqu'un va venir les prendre, les déposer dans les Sahara, là où il n'y a pas de l'eau, ils vont mourir, ils vont souffrir. C'est pour cela, on veut travailler, on ne veut pas travailler. Comme on n'a pas de travail, on est obligé de travailler comme ça. Puisqu'on sait que ce n'est pas un bon travail, vraiment. Il y a, dans 100%, peut-être il y a 40% qui réussit. Les 60%, elles échouent. Donc tu as vu ton frère, il va aller souffrir là. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils font avec les passagers? Les policiers là. Oui, Dès que les policiers ils sont taxés. Avant c'est 1000 francs, maintenant chacun il va donner 10 000 francs. Si tu n'es pas ça, il ne peut pas te laisser partir. Parce que il sait que les gens là ils vont partir clandestinement. Ils n'ont pas de visa. Donc tu es assuré, si on te dit l'argent tu vas donner. On sait que tu n'es pas venu ici pour travailler, tu vas voyager. Donc si on te dit l'argent, tu es obligé de donner, comme tu n'as pas de papier complet. Au moment même de partir en Europe, les migrants sont déjà des clandestins. Ils n'ont pas besoin de visa pour traverser le Niger, mais le passage en Libye se fait toujours en fraude. Kadhafi promet des emplois aux Africains sans jamais leur donner de papier. Le pick-up des rabatteurs a fait le plein de clients. Direction la gare routière. À peine arrivés à Agadez, les migrants doivent payer leur billet pour la Libye. Je vais planer. Passez vos documents de voyage, même quand vous vous arrêtez. Vous avez des passeports? Non. Une carte. Une carte.
On m'a dit de payer une somme de 11 000 francs. Et j'ai payé pour pouvoir passer. À la poste de police? Oui, à la poste de police. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Tu veux aller jusqu'où? Je vais aller en Libye. Pour travailler? Oui, pour chercher de l'emploi. Et après, tu veux aller jusqu'en Europe ou tu veux rester en Libye? Bon, je ne sais pas s'il y a eu ce que je veux, je vais revenir, quoi. Donc ici c'est le gros camion. Le gros camion c'est à 35 000 francs. La petite voiture ça peut coûter jusqu'à 150 000. Donc le nécessaire c'est que vous allez payer un grand bidon, un petit bidon, plus 2 tasses de manioc, un paquet de lait. Et si tu as besoin de quelques biscuits aussi, ça sert pour la route. Et ce qui est très important, chacun sur le bidon, il a son nom. Et tu ne peux pas donner à quelqu'un, même si c'est un cop de l'eau, parce que c'est le désert. Il ne faut pas t'amuser avec ton lot, jusqu'à arriver à Durkou. See your ticket, how much you go put inside? What you the fear? Huh? Why the gallon? The gallon, why the big and the small, huh? Small. See, you know back this one. Tu vas dans la voiture. But make it go outside, make it put on for motor, I won't go house. Do you hear me? Les nouveaux arrivants vont découvrir le ghetto des passeurs. Là-bas, d'autres migrants les attendent, cachés derrière les murs d'un foyer, jusqu'au jour du départ. What did happen? Come now. Ils vont rester des semaines dans le ghetto. Hey, make it enter now. Le temps pour les passeurs de rassembler assez de voyageurs pour la traversée du désert. Je m'en fous des Français là. Parce que je ne veux pas ça. Vous reposez là-bas. Il y a des places là-bas. Viens, je vais te donner là. Premier jour au ghetto. Je retrouve Oumarou, le jeune Ivoirien rencontré la veille. Et j'ai décidé de m'aventurer vers la Libye, derrière la carte. J'ai vu que bon, si je prends le cas à Ouaga, je descends à Niamey. De Niamey, je prends et descends à Agadez. Bon, d'Agadez, Durkou, et puis bon, après à la frontière. Et après, bon, je rentre. C'est pas trop? Si c'est trop, mais il faut risquer. Voilà. Il faut forcer le destin. Il faut forcer. Il ne faut pas t'asseoir pour que le bonheur vienne te trouver. Il faut forcer. Avec Oumarou, il y a ces 3 jeunes burkinabés. Jacques, un orphelin de 19 ans. Foussaini, 21 ans, un jeune marié parti chercher fortune. Et Saïba, 28 ans, il prend la route pour la 2e fois. Ce sont les petits voitures qu'on appelle les Toyota. On a fait 3 jours. Avec le 21, l'autre jour, là, on a commencé à payer aussi pour rentrer. Il y avait combien de personnes avec toi? Non, le premier fois, on était 37 dans les petites voitures là. On était 37. On a vu des cadavres, il y a des gens qui sont morts. Tout ça là. On a marché à pied jusqu'à 1 semaine. Puis on est arrivé. En Europe, on ne nous laisse pas rentrer facile aussi. Et puis nous n'avons pas moyen pour chercher les visas. Puis si tu as moyen aussi pour gagner le visa là, c'est pas facile aussi. Donc ça cause ça aussi. Si les Libyens, comme on a dit, il faut que nous on s'avance pour aller là-bas. Les migrants se cotisent pour faire les courses. Ils cuisinent à tour de rôle. Ils forment un groupe solidaire, des compagnons de route qui partagent la même infortune. Tous motivés par la même évidence, l'aventure vaut la peine d'être tentée. Même s'ils laissent derrière eux leur famille, leur maison. Ce voyage est un exil forcé. Bon, je m'appelle Ousmane Touré, j'ai 29 ans. Avant de quitter la famille, bon, tout le monde était informé de mon voyage. Bon, d'autres aussi
comme ma mère, elle n'était pas contente de ce voyage-là. Bon, je ne suis pas d'une famille aisée. Je n'ai pas le billet d'avion d'aller en France. Bon, en tout cas, mon intention quand même, comme je suis dans un pays francophone, donc un jour j'aimerais être en France, comme j'ai beaucoup d'amis qui sont en France. Quelle qu'en soit la situation, France, il n'y a pas de travail. Bon, ce n'est pas France seulement qui est dans la crise, le monde entier est dans la crise. Donc en tout cas, mais les crises ne sont pas égales. Quel qu'en soit en France ou bien en Europe, les situations, plus c'est difficile, mais c'est plus aussi mieux par rapport en Afrique. Nous, c'est la manière dont on pense, notre pensée c'est ça. Toutes les constructions, les belles maisons, les belles voitures, tous ces travaux-là, c'est fait par les aventuriers. Une belle maison, tu vois ça, on te demande, on dit, c'est un aventurier qui se trouve en France, ou bien il est en Italie, ou bien il est en Espagne. Donc tout ça, ça nous pousse à aller. Ousmane le Malien et les autres migrants ne se voient pas comme des clandestins. Ils sont aventuriers et fiers de l'être. L'aventure, c'est une leçon. Depuis le jour de départ, aller dans un voyage, donc nous on dit que c'est aventurier. Sur la route, ton destination, quand tu arrives, tout ce que tu vois sur la route, tout ça là, c'est de leçon pour toi. Maintenant, une fois arrivé, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu peux quand même expliquer ce que tu as vu. Parce que moi, je suis marié, j'ai un enfant. Donc, c'est pas facile de quitter sa famille, de quitter sa femme, de prendre quand même une aventure vraiment difficile comme ça. Le ghetto appartient à Mohamed Boss, le chef des passeurs. Toi, tu connais pas le travail bien là. Tu connais le boss? Tirer. Tu connais pas? Faut tirer moi ici. Boss, c'est un boucher. Moi, jamais dans ma vie, je ne connais pas boucher. J'achète bien. Ah, faut faire. Le boss là, c'est les amis qui m'ont donné boss. Mais mon vrai nom, c'est Mohamed Abdelkader Issoufou Gali Madar. Je suis né le 23 janvier 1971 à 18h30 à Agadez. Voilà mon père à côté de moi. Son père est un vieux marabout qui n'y voit plus, mais qui écoute tout. Avant, je suis parti chercher travail en ville. Mais j'ai vu, ça c'est pas de métier. J'ai fait 2 ans avec un monsieur gagnant. C'est avec lui que j'ai appris un peu, les zigzags là. Lui, il fait les zigzags. Donc c'est avec lui encore j'ai appris ce travail des immigrants. Les migrants font vivre la ville? Oui, c'est les migrants même. Quel travail il y en a? Même si travail là, la Reva, les autres sociétés qui sont là, si tu es natif même d'Agadez, si tu déposes ton dossier là, on va rejeter. Comme tu es d'Agadez. Si ton pays là, il y a travail, il y a des sociétés, il y a des jardins, il y a tout, tu vas rester dans ton pays travailler, chercher ta nourriture pour que tu nourrisses ta famille. Mais ils n'ont créé, ils n'ont rien créé en Afrique. S'ils ont créé, un Africain ne peut pas aller la Libye pour traverser aller en Europe. Affaire des immigrés là, pendant des années, des siècles, c'est pas aujourd'hui. Des années. Encore tous mes parents, mon grand-père de ma mère, même lui il est un Karama. Aba kwanta kufuta shikenan. Ah, kwanta kai fishi aba hakuri. Aba kai hakuri da Allah. To shikenan na kwanta da hankali na kai hakuri da Allah. Da Allah kai hakuri. Mohamed Boss est l'héritier d'une longue histoire, celle des caravanes d'esclaves de son grand-père, qui empruntaient la même route que les migrants aujourd'hui. En Europe, Boss est considéré comme un trafiquant.
Moi, les gens qui ont des ghettos, ce ne sont pas des trafiquants. Toi, tu étais venu présenter dans mon ghetto. Qu'est-ce que j'en ai? Une vieille Peugeot des années 80. Je n'ai même pas 5 millions dans mon compte. Cash. Quelle mafia? Parce que moi, j'ai été un immigré. Donc, je connais une valeur un immigré. Parce que j'ai été là-bas, dans d'autres pays, en Algérie, en Libye. J'ai vu jusqu'au Tchad, j'ai vu comment les immigrants vivent. Mohamed Boss joue des paradoxes. Un ancien migrant devenu patron de ghetto. Aujourd'hui, il a organisé un improbable match de foot. Ces migrants composent les équipes, les Maliens en violet, les Burkinabés en orange. Une bonne publicité pour son ghetto. Mali Burkina. Faut bien jouer, faut bien doucement. Faut gagner encore. Le ghetto fait la fête. Une parenthèse enchantée. Mais le départ est pour bientôt. Cela fait 10 jours qu'Ousmane et les autres attendent de partir. J'en parle anglais. J'en parle anglais. Bambara Fousseni. Oui. Bambara Fousseni. Moussa Boiro. Kamara Sidi. Koulibaly Mamadou. À cet instant, il est trop tard pour faire demi-tour. Ils partent, même s'ils savent que l'Europe a fermé ses portes. Chaque fois que tu vas dans un pays autrui, on te rapatrie, mais toujours tu es sur le même chemin. C'est la pauvreté qui fait tout ça. J'ai vu des parents, des frères qui sont rapatriés, la France, ils sont venus. Bon, quand même, jusqu'à présent, ils veulent encore repartir. ina da hujja ka tambaye ni tukwana ka dauki hoto na fa da problem grand frère kana da rabon sai ka shiga kana da rabon sai ka shiga mu ba mitan ma ba ma mun baka mutane ka tai ba ka tsaya ka gane sirai ba da dauki hoto kai amene le bidon attacher le bidon a bar magana faut aller amene le bidon chaque côté Chaque migrant emporte 35 litres d'eau. Le seul puits sur la route est à 500 km d'Agadez, le désert jusqu'au bout de la soif. Les aventuriers sont partis dans une tempête de sable. Des dizaines de camions se regroupent à la sortie d'Agadez. Ils profitent du convoi militaire qui traverse le désert une fois par semaine.
Le Sahara est hors la loi. C'est la route de tous les trafics. C'est devenu la base arrière d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb, qui n'hésite pas à prendre des otages et à les tuer. Des automitrailleuses de l'armée nigérienne protègent le convoi. Foussaini, Oumarou, Saïba, Jacques. Les aventuriers passent une ultime inspection. Encore. Encore. Boss les recommande à son lieutenant, qui prend le relais à Dirkou, une oasis à 400 km de la frontière libyenne. Il faut arrêter le numéro de Oustaz qui est à Dirkou là. Il faut numéro, il faut un bic, passe-moi bic, amène-moi un bic, Ahmed. Il faut arrêter. Oustaz Abdelkader, il faut écrire. C'est lui qui est responsable des boss à Dirkou. Il ne faut pas confier à quelqu'un. Lui, il est comme ça. Il est plus gentil que moi-même. C'est ce que je pense. Wallahi. Allez. Allez, c'est raison. Ils sont une cinquantaine dans la remorque surchauffée. Le voyage peut durer une semaine. Si le camion tombe en panne, les aventuriers vont finir le voyage à pied. Ces images terribles ont été filmées par un militaire algérien avec son téléphone portable, aux confins du désert, à la frontière libyenne. Une dizaine de cadavres figés dans la fournaise. Leur véhicule est tombé en panne. Il n'existe pas de statistiques, mais des centaines de jeunes Africains meurent ici chaque année, dévorés par la soif et le soleil. La caravane de l'exil part dans un vacarme d'enfer. Premier bivouac, première prière. Premières impressions de voyage. Oui, c'est ma première fois de voir le désert. J'ai appris ça à l'école, mais j'ai pas vu le désert. Quelle impression ça te fait? Bon, quand même, le désert, c'est beaucoup de sable, beaucoup de montagnes. Mais en tout cas, le vent est chaud. Le vent est très très chaud. On a peur quand même d'avoir un accident sur la route. On a pris beaucoup d'eau, mais c'est pas tellement sûr. Le désert, tout le monde a peur du désert, parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. La tempête souffle dans les crânes. Tous les postes, on paye.
Agadez, on a payé 10 000 francs. Après, on a payé la mairie. À la sortie d'Agadez, on a payé encore 5 000 francs à la police. Ici, on a dit qu'on n'a pas d'argent. On a pris l'école de 1 en train de le remuer, prendre sa carte d'identité. Il est obligé de donner. Il vous menace? Oui, il est obligé de donner. Sinon, vous ne pouvez pas partir? Tu ne peux pas partir. Puisque tu calcules ça pour manger en route. Et si on te fait la force, tu es obligé de donner. Pour arriver plus vite, les militaires obligent les chauffeurs à rouler toute la nuit. Au petit matin, le convoi s'est éclaté. Les camions se retrouvent dispersés dans un océan de sable. Des groupes se reforment autour des camions en panne. Prochaine étape, l'oasis d'Archegour. Un puits creusé dans le sable brûlant. Archegour est une fournaise. On laisse refroidir les moteurs. Les voyageurs s'installent à l'ombre des camions pour boire le thé et parler politique, comme ce Malien venu à ma rencontre. Il s'appelle Amadou. Nicolas Sarkozy, il a dit que s'il a gagné, fait des présidents, tout Africain va sortir. Nous, on attendait ça. Encore, il a commencé à faire ça parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui étaient là-bas. Il a amené ça chez nous là-bas. Mais vraiment, c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui étaient au Mali, nous, on n'est de rien. Si les Français ont besoin pour rentrer du Mali, aucun problème. Mais si on a besoin de rentrer de France, beaucoup de problèmes. Encore, il nous a attrapés comme les animaux. La politique d'immigration européenne, et surtout française, est vécue comme une trahison par la majorité des Africains des pays francophones. Un divorce entre nos histoires, qu'ils croyaient inséparables. Le matin du 4e jour, nous arrivons à Dirkou. Une oasis poussiéreuse qui prospère grâce aux migrants. L'atmosphère est tendue dans le ghetto. En arrivant, les aventuriers ont compris que Dirkou peut être un piège mortel. Beaucoup de gens, ils sont là aujourd'hui, ils sont surpris parce que leur argent est fini. La police a pris ce qu'il doit prendre, la douane a pris, la mairie a pris, les coxeurs ont pris. Donc finalement, beaucoup de gens, ils sont là aujourd'hui, ils sont obligés de travailler ici, sinon ils vont rester à jamais. Pour ceux qui restent, le temps s'est arrêté en plein cauchemar. L'aventurier est devenu esclave, échoué dans l'enfer de Dirkou. Ce jeune Malien a 21 ans. Combien il faut d'argent pour aller en Libye?
pour quitter en Libye. Bon, peut-être 55 000 ou 60 000. Dis-moi, là, tu travailles pour gagner l'argent, pour partir, là? Oui. Et ça fait longtemps que tu travailles ici? Oui, je dirais que c'est peut-être 2 mois. 2 mois que tu travailles là? Oui. Et ça gagne combien, là? Je gagne 35 000. Un jour de travail, là, tu touches combien? 1000 francs. 1000 francs par jour? Oui. C'est dur, là, quand même. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Ça fait combien de temps que tu es parti de chez toi? Bon, quand tu trouves l'argent, on va partir. Et depuis combien de temps tu as quitté le Mali? 2008. 2008? Oui. De retour au ghetto, je rencontre Emmanuel, 25 ans. Cela fait 7 mois qu'il est bloqué ici. Ok, mon nom c'est Emmanuel Milimono. Je suis venu de la Guinée-Conakry. Ma mère c'est Hélène Guilavogi, mon père c'est Maurice Milimono. Bon, je suis venu ici pour chercher l'argent. La vie à Doukou, mon frère, c'est la vie de l'enfer. C'est plus que l'enfer même, c'est le feu. Le soleil d'ici, la chaleur, c'est trop dur. Tu vois, tu fais les travaux forcés des travaux durs que tu es en train de faire, que tu manges avec ça. L'argent pour gagner, où? Je me débrouille à faire les briques. Je fais la maçonnerie, je casse le banco. Et voilà mes certains matériels que je tape avec ça. Tu vois, et puis même, tu vois comment je suis maintenant. Je tape. Quand tu es dans ça, il faut avoir le cœur pour partir. Et encore, on est là encore à chercher l'argent pour partir encore à Libye. Et on va faire encore 3 jours à 4 jours sur la route. Et quand on arrive là-bas, c'est qu'on nous a rencontrés. Mais tout ça, on voit, ce sont les blabla. Mais nous, on a le cœur pour partir jusqu'à Libye. On va partir voir Kadhafi. Emmanuel est coiffeur et aussi rappeur. Il est parti de chez lui depuis 5 ans. 5 longues années d'une course folle vers l'Europe qui l'a porté des rives mauritaniennes au sable du Ténéré. Quand je vois aussi les amis qui partent vers l'Espagne, là, qui sont pas Mauritanie, là, moi-même, j'ai vu la mer. C'est trop. Quand tu vois, toi-même, tu as peur. Tu ne peux pas monter sur ça. Tu es allé là-bas déjà? Bon, je suis parti par la Mauritanie, voir d'abord là-bas. J'ai eu peur, je me suis retourné vers ici. J'ai dit, je vais partir à Libye. Hé, maman, quand je vois aujourd'hui, moi qui suis Emma Koul, je suis né, je ne suis pas né pour souffrir, je suis né pour faire le travail et pour gagner dans la paix. Mais je ne suis pas né pour vivre dans l'enfer. Je suis quitté au Niamey, je suis quitté en Guinée, venu en Mauritanie, venu quitter en Mauritanie, venu à Niamey, venu jusqu'à Gadez. Je suis venu à Gadez, le vécu m'a pris, je crois que je vais partir voir le paradis. Là, je viens maintenant pour voir l'enfer, car le pays de Djoukou n'est pas facile. Quand tu viens ici, c'est la galère. Quand tu viens ici, c'est le malheur. Quand tu viens ici, tu ne peux pas voir la vie. Tu vas voir que seulement le feu. C'est avec ce vieux pick-up Toyota que les aventuriers vont passer en Libye. Fousseini arrose les bidons pour garder l'eau au frais. À quelle heure vous partez? Bon, je ne sais pas si c'est à quelle heure qu'on va partir. Peut-être ce soir vers le 18h, soit à 19h. Oui. Vous allez vous serrer les coudes? Oui, parce qu'il paraît que nous sommes 30. 30 là sur le pick-up? 30 sur le pick-up. Si quelqu'un tombe sur la route, le chauffeur ne s'arrêtera pas. C'est la règle. Le dernier tronçon de désert vers Gatroun en Libye est le plus dangereux. Au ghetto, les hommes sont inquiets. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur le véhicule. On avait 5 personnes. Maintenant, une personne doit rester ici et puis voyager après nous. Donc cette personne, pour les choisir, on a fait un tirage.
Donc le tirage est tombé sur un frère guinéen. Donc il dit que lui, il n'a pas d'accord. C'est le problème qu'il y a là maintenant. Ousmane essaie d'imposer un compatriote malien au détriment d'un Guinéen. La solidarité des aventuriers vient de voler en éclats. Trop de pression, la peur de rester est la plus forte. Ali, le bras droit de Mohamed Boss, va trancher. C'est la loi du ghetto. Kamar muna ce ina faɗi kamar mutane wanda na zo da su nan su ne kamata a ɗoka mu yi wannan tahiya tare da su wanda yake nan muka isko shi koko ya sake wata geto mun zo tare da su akwai waɗanda mun zo nan da su ka gane sun rabu sun tai wata geto aha to kenan kaga waɗannan mu ba mu aiki da su wanda suka zo nan su ne za mu aiki da su mu tai Ali veut le séparer de nous. Ça, c'est impossible. C'est impossible de faire ça. Si lui reste là, tous les Maliens vont rester. Lui. Ali ni kumala ha ani wawa te meno. Kana mo sil neni. Et puis l'autre. Tu es qui? Tu es quoi? Doucement, doucement. Depuis hier, on parle. Ouais, si, il y a un carré qui est lui, il dit. On m'a Non, ça, j'ai pas d'accord. J'ai pas d'accord. Attends. J'ai pas d'accord. Après la querelle, les aventuriers sont déplacés dans un autre ghetto. Je retrouve Emmanuel par hasard, au détour d'une rue. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah bon, ce soir on va bouger. On va partir aujourd'hui à 4 h. Donc la voiture est prête. J'ai déjà fini d'attacher ma bidon. Dans la voiture, c'est que si tu ne gagnes pas, tu vas gagner l'esprit. Si tu ne gagnes pas l'argent, tu vas gagner l'intelligence. Tu vas avoir le foie, tu vas avoir le cœur. En même temps, tu vas avoir beaucoup de pensées aussi. Beaucoup de circonstances que j'ai beaucoup vécues ici. Parce qu'à l'aventure, j'ai beaucoup souffert. Ça fait 5 ans que je suis à l'aventure. Ma mère ne sait pas où je suis. Heureusement, ma mère est décédée. Donc ça touche à mon cœur. Mon rêve est que si je rentre à Libye, si je gagne l'argent, je vais faire beaucoup de projets. En même temps, je vais construire un salon. Donc pour veiller sur mes petits frères. Donc c'est ça mon rêve actuellement. Il faut que je parte à Libye. À la nuit tombée, les aventuriers partent un par un. Voilà Foussaini, Emmanuel. Mes frères, ne vous écoutez pas, on va à la barrière tout de suite. La barrière? Ouais, moi je vais venir à la barrière. L'embarquement va se faire à la sortie de Dirkou, devant le poste militaire, là où il est interdit de filmer. Nous distinguons leurs silhouettes dans la lumière des phares. Quelques jours plus tard, Ousmane nous appelle depuis la Libye. On a fait à peu près 5 jours sur la route. Il n'y a pas eu de mort quand même. Lorsqu'on est arrivé, ils ont amené directement les Toukas devant les prisons. On est là maintenant, ça fait à peu près au moins 4 jours. Chaque nuit, s'ils viennent, ils nous tapent. Ils ont regardé nos sacs, ils ont pris tous nos habits, tous nos objets. Donc maintenant, nous sommes entre la vie et la mort. Les aventuriers sont tombés tout droit dans le piège tendu par Kadhafi. Ce dernier message sonne comme un adieu. هذول الناس عايشين في الغابة واللي عايشين في الصحراء. بقيتوا في زحف عن إيطاليا، لما رديتوه في البحر قالوا لكم ليش تردوه؟ خلاص كويس. إذا بتحترموا حقوق الإنسان ما عادش تصدوا للهجرة، خلوها تجي. ليش؟ قالوا والله يا جماعة حقوق الإنسان، قالوا هذا العمل ضد حقوق الإنسان إذا رديتوا الهجرة. ما خلوا فريق يجي لأوروبا. أهلا وسهلا. طلبنا أن تزود أن الاتحاد الأوروبي يزود ليبيا بمليار يورو سنويا، ونريد أن نعمل طرق معبدة بين ليبيا وأفريقيا لكي تكون كل الناس عبر هذه الطريق، وهذه الطريق فيها بوابات وفيها تحقق. ليبيا لن تنفقها على نفسها ولكن تنفقها ضد الهجرة، وممكن الاتحاد الأوروبي يشرف على كيف نحن نتصرف في هذا المليار. En juin 2009,
C'est toujours la grande amitié entre Berlusconi et Kadhafi. Mais l'histoire bascule au printemps 2011. Les Libyens se révoltent contre le tyran. C'est la guerre civile. Le pays est coupé en deux à Ras Lanouf, un terminal pétrolier à 600 km de Tripoli. Les combattants sont des civils inexpérimentés qui n'ont aucune chance face aux troupes de mercenaires du dictateur. Le soir du 10 mars 2011, les révolutionnaires abandonnent la position de Ras Lanouf pour assurer la défense de Benghazi, la capitale de l'Est libyen qu'ils viennent de libérer. Benghazi est une ville en sursis où la parole se libère sur les atrocités du régime. Un ancien officier de Kadhafi m'a donné rendez-vous à l'hôtel Al-Fadil. C'est là que Berlusconi et Kadhafi se sont rencontrés en 2008 pour préparer leur accord sur les migrants africains. Le lieutenant-colonel Hassan Al-Gatous travaillait pour les services de l'immigration avant de changer de camp écœuré par les méthodes de Kadhafi. En fait, Kadhafi n'a jamais pris aucune mesure pour stopper l'immigration illégale. Il a utilisé le problème pour exercer un chantage vis-à-vis de l'Europe et les effrayer avec les dangers d'une invasion. En fait, Kadhafi proclame que la Libye est un paradis pour les Africains. Il les invite à venir en Libye et il laisse les frontières ouvertes. Et d'un autre côté, il fait des déclarations comme quoi il va prendre des mesures contre l'immigration clandestine. Alors on va arrêter des gens et on va les enfermer dans des centres où ils vivent dans des conditions inhumaines. Au sud de Benghazi, ce centre d'interrogatoire secret où les migrants étaient détenus et torturés. En Libye, il en existe des dizaines comme celui-ci. Lorsque la ville est tombée aux mains des insurgés, les prisonniers se sont enfuis. Les bureaux ont été saccagés. Restent des dizaines de fiches de renseignements, des migrants méthodiquement répertoriés, sur lesquels le piège s'était refermé. C'est comme du trafic d'êtres humains, de l'esclavage au XXIe siècle, de l'esclavage moderne. L'immigrant illégal, le clandestin, est jeté en prison et il y reste jusqu'à ce qu'il paye ce qu'on lui demande. Il est battu, il est fouetté, il est torturé et on l'enferme dans des cellules spéciales. Il est emprisonné, on lui prend ses papiers d'identité jusqu'à ce qu'il paye. Les murs témoignent de leur calvaire. Les migrants dessinent leur pays, leurs espoirs. Cette baleine, dévoreuse d'hommes, est-ce l'histoire de Jonas dans la Bible? Ou alors la Méditerranée qui a englouti tant de leurs frères? Sur ce mur, le ferry sur lequel ils rêvent de s'embarquer pour l'Europe. Dans nos prisons, personne n'a jamais respecté le minimum d'humanité. Et avant Ganfouda, c'était pire encore. C'était toujours surpeuplé, pas de soins médicaux, pas de ravitaillement, une mauvaise alimentation, pas d'habits de rechange. En réalité, ils vivaient dans des conditions terribles. Les détenus sont tassés à 50 par cellule. Ils ont fui en abandonnant leurs effets personnels. Un album photo, des migrants qui posent avant de partir pour l'aventure, comme Emmanuel, Ousmane et tous les autres avant eux. Ces photos
ont été retrouvés dans les bureaux. Il y a eu des visites d'organisations européennes, mais ils n'ont pas vu les prisons surpeuplées, pleines de femmes, d'enfants et de gens malades. Je suis sûr qu'ils n'ont rien vu de tout cela. Ils n'ont pas vu ces prisons avec toute cette inhumanité. Mais je crois que le gouvernement italien et leurs services de renseignement avaient parfaitement connaissance de ce qui se passait. Ceux qui décidaient de la politique d'immigration en Europe ont préféré fermer les yeux. Dans le port de Benghazi, c'est le sauve qui peut. L'armée de Kadhafi est aux portes de la ville. Les travailleurs immigrés rentrent chez eux. Des Syriens prennent un ferry pour l'Égypte. Dans le vaste hall, 1500 Indiens attendent de partir. En Libye, il y avait près de 2 millions de travailleurs immigrés qui faisaient tourner l'économie du pays. Ils avaient des permis de travail et des papiers en règle. Leur rapatriement est organisé par leurs ambassades. Mais les Africains, eux, restent coincés à Benghazi. Ils n'ont jamais eu de papier. Ils sont encore et toujours clandestins. À l'autre bout du quai, voici le centre du Croissant Rouge libyen. Les migrants qui sont rassemblés ici ne seront pas rapatriés. Ils sont somaliens, oromos, érythréens. Ils ont fui la guerre, la dictature. Ils ne sont pas venus en Libye pour travailler. Ils veulent aller en Europe et obtenir l'asile politique. Certains d'entre eux ont déjà tenté de rejoindre l'Italie. Ils ont été arrêtés en pleine mer par la marine italienne et remis aux gardes-côtes libyens. C'est l'une des clauses les plus controversées de l'accord signé entre Berlusconi et Kadhafi. En juin 2009, Abdul Malik, Abdallah et 70 autres montent à bord d'une barque en fibre de verre de 11 mètres de long, direction l'Italie. Au bout d'un jour et demi, il ne restait rien. Je veux dire nos provisions, notre eau. Le troisième jour, 2 d'entre nous étaient morts. Durant la nuit, la femme de mon ami Abdallah, elle a commencé à chercher sa respiration de haut en bas. Elle faisait comme ça. Alors, Abdallah a dit, « Ma femme va mourir. » Il était en état de choc. En fait, je n'ai pas envie de me rappeler ce moment-là. Parce que c'était... Il était minuit, 1h du matin. Il faisait nuit. On a vu de grandes lumières. Mais ce n'était pas l'Italie, c'était un gros bateau, un bateau militaire, la marine italienne. Tout de suite, ils nous ont demandé « Êtes-vous somaliens ?» Nous leur avons répondu « Oui, nous sommes somaliens. »« Ah, les Somaliens, vous êtes des gens bien. On va vous donner l'hospitalité. On va vous emmener en Italie. » Et nous, on leur a fait confiance. 4 heures plus tard, ils nous ont donné à la marine libyenne, sur le bateau des gardes-côtes, en pleine mer. Tu vois ce que c'est un filet? Ils nous ont transbordés avec une grue. Une petite grue. Ils nous ont mis dans un filet de pêche et nous ont transbordés sur le bateau libyen. 4 par 4 dans le filet. Et le filet était soulevé par la grue, directement de bateau à bateau. Quand nous sommes arrivés sur le bateau de la marine libyenne, ils nous ont dit « Les mains en l'air ». On a levé nos mains. Et ils ont pris des bâtons. Des bâtons électriques. Ils nous ont battus, un par un. Ils nous frappaient 2 fois,
3 fois. Nous n'avions plus d'énergie. Tout le monde se sentait... On tremblait. On était secoués comme ça. Et on est tombé sur le sol. Abdul Malik et les autres refoulés vont rester 1 an et demi dans une prison secrète où ils vont être torturés. Personne ne sait exactement combien de migrants sont morts, perdus en pleine mer. Des milliers. C'est ce que confirme un jeune garde-côte à mon traducteur libyen. Je m'appelle Hassan El Amari. Je suis garde-côte dans la lutte contre l'immigration clandestine. À Benghazi? J'étais en poste à Benghazi, Souara, Sirte, Birdi. J'ai même fait des missions à Slayton. Des missions de sauvetage? Oui, on a récupéré des corps. En pleine mer. Des clandestins? Oui, des clandestins. Leur bateau avait coulé ou été détruit. On a récupéré des milliers de cadavres en pleine mer. Ceux qui organisaient les voyages vers l'Europe, ce sont les gardes-côtes, les forces de sécurité. Ce sont ces gens qui organisent le trafic des migrants. Des hommes de Kadhafi? Oui, ils recevaient leurs ordres directement du régime. Malgré l'accord signé avec l'Italie, les clandestins ont continué de s'embarquer depuis les côtes libyennes. Et le trafic était florissant. Dans le port de Benghazi, les langues ne se délient pas facilement. Un pêcheur d'origine tunisienne accepte de nous parler de dos. C'est bien gardé. Alors comment ils passent? Et qui le font ça? C'est pas moi. C'est pas un simple pêcheur. Et tout le monde sait ça. Mais personne ne peut parler de ça. C'est la ligne rouge. Par exemple, moi, je vais à la ville, je cherche où se trouvent les Nigériens, les Maliens. Je connais un tuyau pour passer en Italie ou bien en Grèce ou bien en Crète. Après, je les ramasse, je les amène à quelqu'un d'autre, un autre médiateur, pour qu'il les amène chez lui, dans un champ, dans un bâtiment. Hein? Ils le nourrissent, ils le rassemblent. 200, 300, suivant le transportateur. Un bateau comme celui-là, sa capacité de 100 ou bien de 120, il amène 300. Il arrive ou il n'arrive pas. Pour lui, ce qui compte, c'est pas l'être humain, c'est l'argent. Le trafic de migrants vers l'Italie était encouragé par Kadhafi lui-même. Voilà encore un coup de génie de Kadhafi. Il proposait des prêts de 60 000 dinars aux jeunes. Il fallait présenter une étude, un plan économique. En gros, il fallait dire qu'on voulait acheter, par exemple, un bateau de 15, 16 ou 17 mètres de long. En tout cas, la banque vous donnait 60 000 dinars pour acheter le bateau. Disons, je suis jeune, j'achète un bateau, même si je ne suis pas un bon pêcheur, même si je ne suis pas pêcheur du tout. Alors pourquoi acheter un bateau à 40 000 ou 50 000 dinars? Ces bateaux servaient à transporter des gens, quelquefois jusqu'à 200 personnes. Les passagers pouvaient payer jusqu'à 1 200 $. Celui qui avait fait le prêt a réalisé un bénéfice de 20 000 $ en liquide. Bien sûr, énormément de gens ont demandé un prêt à la banque qui faisait ce genre de transactions. Et bien sûr, Kadhafi savait que les jeunes allaient se servir de ces bateaux pour le trafic de clandestins. Quelques jours après cette interview, l'OTAN a commencé ses frappes aériennes sur la Libye. Kadhafi a rompu le traité avec l'Italie et a annoncé qu'il allait envoyer des milliers d'Africains en Europe. Le soir du 7 mai 2011, les premiers bateaux sont repérés par les gardes-côtes italiens. À bord, 800 migrants, pour la plupart africains, qui se sont embarqués 3 jours plus tôt depuis Tripoli. L'un d'entre eux, un jeune Somalien, m'a téléphoné avant de partir. À Tripoli, actuellement, nous sommes au près de la mer. Oui, il y a des femmes, des enfants, il y a des vieillards, il y a tout. Les bateaux qui sont des grands bateaux qu'on va monter, ce ne sont pas des petits bateaux, ce sont des
infrastructures qui sont vraiment garanties. C'est même Kadhafi même qui a financé les Africains parce qu'ils partent en Italie, tu vois. Le deuxième bateau s'est échoué sur les rochers du port de Lampedusa. Il menace de couler. Cette nuit-là, 3 malheureux sont morts noyés, aspirés vers le fond par le bateau. Des milliers d'autres se sont perdus en mer. Macabre épilogue du grand chantage de Kadhafi à l'Europe. Voilà donc cette soi-disant invasion africaine dont il nous avait menacés. Des réfugiés qui risquent leur vie, poussés par le désespoir. La politique d'immigration européenne a sombré comme ces hommes et ces femmes, abasourdis par le naufrage. Les 2 tiers des migrants qui arrivent en Europe passent par la frontière turque. Ils sont arrêtés et détenus dans des centres de rétention comme celui de Fylakio, en Grèce. Ils tombent dans les filets de Frontex, l'agence militaire européenne qui lutte contre l'immigration clandestine. Le 6 novembre 2010, la presse a été conviée pour couvrir le premier déploiement des RABIT, les forces d'intervention rapide aux frontières. Ika Leitinen est le général en chef des opérations de Frontex. Ce à quoi nous avons à faire face ici, c'est à des migrations de différents types. Il y a des gens qui sont des migrants économiques, qui n'ont aucun moyen d'utiliser la voie légale pour trouver une vie meilleure. Il y a aussi des réfugiés potentiels ou des gens qui ont besoin d'une protection internationale. C'est le grand défi des gardes-frontières, d'identifier les besoins afin de trouver les solutions adaptées à chaque cas. Mais les agents de Frontex, des douaniers venus des pays de l'Union européenne, s'en tiennent au contrôle d'identité. L'agence a été fondée en 2004. Son budget, à la croissance exponentielle, est passé de 6 millions d'euros la première année à 90 millions d'euros en 2010. Nous sommes à 5 km de la Turquie et l'opération de police se révèle être un coup de publicité pour l'agence militaire. Faites quelque chose! Mais lorsque les caméras sont parties, le centre ouvre ses grilles et laisse sortir les migrants capturés quelques semaines plus tôt. Il y a des familles iraniennes, des Afghans, des réfugiés du Darfour. Ils doivent acheter un ticket de bus pour se rendre à Athènes. Ils ont 30 jours pour quitter le territoire grec. Ces 2 Soudanais n'ont pas assez d'argent pour se payer le bus. Ils continuent la route à pied. À Patras, un port sur l'Adriatique, les migrants vivent dans une gare abandonnée. Ils dorment dans ces wagons désaffectés. Ils rêvent de s'embarquer à bord des ferries qui partent en Italie. En Grèce, ils n'ont aucune chance d'obtenir l'asile politique. Autour du feu, je rencontre Bahir, 21 ans. Il a quitté le Darfour pour aller vivre à Paris. En Grèce, j'ai fait 7 mois. 7 mois exactement. Et les autres? Les gens, ils sont 2 ans. Et les gens sont 1 à quelques, 10 mois, comme ça. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de l'eau. Et les gens sont malades et les gens sont prisonniers. C'est difficile avec notre situation, c'est très difficile. Pour monter à bord des ferries, Bahir et ses compagnons d'infortune vont essayer de se cacher sous les remorques des poids lourds qui partent en Italie. 17 heures de traversée, durant lesquelles ils peuvent être repérés à tout moment par les caméras de surveillance des bateaux.
S'ils sont pris, ils seront refoulés en Grèce. C'est l'application du règlement européen Dublin II du 18 février 2003 qui stipule que les clandestins doivent être renvoyés dans le pays par lequel ils sont entrés en Europe. Un voyage sans fin, une errance organisée. Seule reste une vie de clandestin. Bahir a réussi, il est en Italie. Il se cache dans le ghetto des Soudanais à Turin. Au Darfour, comme vous savez, il y a beaucoup de guerres là-bas maintenant aussi. Jusqu'à présent, ma sœur aussi, elle est morte à la guerre. Et mon oncle, notre maison aussi s'est brûlée à cause des guerres. Bahir prend le TGV pour Paris. Je vais marier, je vais faire un autre petit travail pour travailler. Il y a beaucoup de je vais. Parce que moi, je suis encore jeune. Modane, nous sommes en France. Bahir touche enfin au but. Moi aussi, il y a mon frère là-bas et maintenant il est changé de nationalité française, il y a des passeports français. Maintenant, il y a des femmes françaises, il est en train de travailler là-bas en France. Lui, il est africain. Maintenant, il est bien. Il y a tout. Il y a voiture, il y a les maisons. Il y a un bébé français. Bahir s'est fait prendre par les douaniers français. Il est immédiatement refoulé en Italie. Mais la majorité des migrants restent bloqués de l'autre côté de la Méditerranée. Tous ceux qui ont fui les bombardements à Tripoli essayent de se réfugier en Tunisie. Depuis le début du conflit, le No Man's Land est en plein chaos. Les fuyards attendent des jours entiers avant de pouvoir passer la frontière. À 7 km de là, voici le camp de réfugiés de Choucha. Plus de 400 000 travailleurs étrangers ont transité par ici avant de rentrer chez eux. L'aventure est terminée. Leur rêve s'est évanoui. Reste l'interminable attente d'un retour sans gloire et sans argent. C'est l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui est chargée des rapatriements. Les fonctionnaires de l'ONU ont installé leur bureau dans le QG de l'armée tunisienne, qui contrôle le camp. On s'occupe des rapatriements et on essaie de faire en sorte que les gens partent le plus vite possible. Mais nous partageons l'inquiétude de nombreux migrants qui savent qu'ils vont rentrer appauvris dans des conditions de vie très mauvaises. Avec la guerre, le destin de ces hommes a brutalement basculé. Les centaines de milliers de jeunes aventuriers qui vont rentrer au pays sont des chômeurs. Une catastrophe économique pour l'Afrique, qui ne bénéficie plus de l'argent libyen que les migrants envoyaient à leurs familles. Les militaires tunisiens ont demandé à l'OIM de prendre les passeports de tous les réfugiés du camp pour les empêcher de sortir. Des caisses entières de papiers d'identité de plus de 20 pays différents qu'il faut trier, enregistrer. Les gens nous mettent la pression, ils veulent des réponses. Mais on ne peut pas s'occuper d'eux aussi vite qu'ils le voudraient, parce que cela dépend de nombreux facteurs que, bien sûr, les migrants ne comprennent pas, car ils veulent seulement rentrer chez eux. En attendant le jour du départ, les migrants restent prisonniers à Choucha. C'est l'heure de l'appel. Les migrants s'impatientent. Alors les fonctionnaires de l'OIM ont l'idée de diffuser du reggae pour calmer les esprits. Mais personne n'a envie de danser.
Dans le camp de Choucha, les migrants forment d'interminables files d'attente. Comme un cortège sans fin des malheurs de l'Afrique. C'est là que j'ai retrouvé Emmanuel Milimono, le jeune Guinéen qui était esclave dans le ghetto de Dirkou, au Niger. Il cassait des briques sous un soleil d'enfer. 8 mois après être arrivé en Libye, la guerre éclate. Et son espoir d'une vie meilleure se brise à jamais. Bon, je me sens triste. Je me sens trop triste. Pourquoi? Parce que mon destin était de partir en Europe. Mon choix, c'était ça. Mais des fois, j'ai vu les choses, ça n'arrive plus maintenant à se faire. Je ne vais pas obligé de faire ça. Parce que quand je vais forcer, il ne faut pas que je meure. Tous les jours, Emmanuel et son ami Moussa consultent le panneau qui affiche les jours de départ. Côte d'Ivoire pas comprimé, Togo pas comprimé, Guinée-Conakry pas comprimé. C'est l'heure du bilan. On a traversé le désert dans la souffrance, dans la galère. Hein? On est venu à Tripoli, on n'a rien eu. On ne peut pas travailler là-bas librement. Moi, j'en ai marre de rester ici. J'en ai marre, j'en ai assez marre. Je ne suis pas parti en Europe. Bon, il faut que je me retourne au pays alors. Quant à toi, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Tu veux continuer ou bien tu vas te retourner? Je ne vais pas pour sortir à clandestin. Non, c'est fini. Parce que clandestin là, toi-même tu sais. C'est trop dur. Je vous demande encore. Même si Est-ce que les Européens font l'aventure? Non, il ne faut pas le clandestin, tu vois, non? Les gars, seulement c'est l'Afrique qu'on attend. Telle personne, il y a combien de personnes qui sont mortes dans le désert? Il y a combien de personnes qui meurent dans la mer? Ça c'est trop dommage, ça fait trop honteux. Ça fait trop honteux. Dans la nuit, on appelle les Guinéens. Emmanuel va enfin rentrer chez lui. Cela fait 6 ans qu'il est parti. Mon passeport. Il a besoin de J'ai beaucoup rencontré la souffrance, la galère. Ouais. Continue. J'ai beaucoup rencontré la méchanceté. Ouais. J'ai beaucoup rencontré la famille. Mais la souffrance, je suis né dans la souffrance, grandi. Mais je me battrai pour tuer cette souffrance. À Choucha, les bénévoles tunisiens ont installé un espace détente. Une estrade et une piste de danse pour divertir les réfugiés. Moi, je vous aime tous. Moi, je suis Guinéen, je suis Emmanuel Koul. Donc, je vous salue tous. On est là. Donc, je vais chanter un peu pour vous, pour qu'on puisse quitter quand même ici, où on pourrait rentrer chez nous. Et yo, moi, je suis Emmanuel Koul. J'en ai marre de rester ici. J'en ai marre. J'en ai marre, je vais rentrer chez moi. J'en ai marre. J'en ai marre de la dictature africaine. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre dans la souffrance. J'en ai marre. J'en ai marre, je vais rentrer chez moi. J'en ai marre. J'en ai marre de voir l'Afrique souffrir. J'en ai marre. J'en ai marre de voir l'Afrique pleurer. J'en ai marre. J'en ai marre d'être toujours clandestin. J'en ai marre. J'en ai marre de voir mes amis souffrir sur le désert. J'en ai marre. J'en ai marre de voir mes amis mourir dans l'eau. J'en ai marre. J'en ai marre de voir les Européens nous torturer comme des animaux. J'en ai marre. Et pourtant, nous sommes des hommes. Merci Manuel, merci. Emmanuel est finalement rentré chez lui le 1er avril 2011. Tout comme Ousmane, Jacques, Saïba, Fousseini,
et tous les autres migrants rencontrés au Niger. Seul Oumarou, le premier aventurier que j'ai rencontré là-bas, est arrivé en Italie. Bahir, le jeune Soudanais de Patras, est arrivé en Allemagne. Abdul Malik, Abdallah et les Somaliens de Benghazi sont toujours bloqués à la frontière égyptienne. L'aventure libyenne leur laisse à tous le goût amer de l'échec. Leur vie éparpillée, leur jeunesse perdue, avec le sentiment d'un immense gâchis.